Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Librement Vôtre. Aujourd'hui, je reçois Damien Guichardon, auteur d'une trilogie de romans polars et d'aventures et dont le 3e volet sort en 2023. Damien va revenir sur son parcours d'entrepreneur et comment il en est venu à écrire des romans. Il va également nous donner ses conseils pour vivre de son écriture et de sa passion, mais aussi sa vision entrepreneuriale qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. Il vous donnera les clés de comment se lancer dans un projet qui vous passionne, se détacher du regard de l'autre, pallier à ses propres blocages et comment rester en accord avec soi-même et son projet. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Librement Vôtre et surtout merci d'avoir accepté de venir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Damien, est-ce que, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, qu'on discute un petit peu de choses variées, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je dirais déjà que je suis un passionné. Ça, c'est quelque chose qui me suit et j'espère qu'il me suivra tout au long de ma vie. Je suis entrepreneur. J'ai entrepris dans le milieu des personnes âgées, dans l'aide à domicile, et j'ai été également dans le sport. Deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes, mais je fais beaucoup de choses différentes. Okay. C'est ce qui est très intéressant et c'est ce qui enrichit ma vie au quotidien. Okay. Ce qui parfois la rend compliquée aussi. Oui, je me doute. À côté de ça, je suis également écrivain. J'ai sorti 2 livres chez Marathon Édition, 2 livres qui se suivent, des enquêtes. On est entre le roman policier et le roman d'aventure, Meurtre à l'ambassade et Braquage de l'ambassade. Et il y a le 3e qui sort prochainement, du coup ? Prochainement, toujours chez Marathon Édition. Il doit sortir en septembre. Ok. Il n'y a pas de date encore définie exactement. Ok. De temps en temps, il peut y avoir un petit peu de retard. Oui, si tout se passe bien, septembre, nous avons le 3e et dernier volet de la trilogie. Bon, en tout cas, c'est un parcours qui est hyper intéressant. Donc toi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as cette double casquette entrepreneur-auteur. Comment on passe d'entrepreneur à écrire un livre, en fait ? Alors, j'ai pas l'explication exacte. Tout est une question de hasard et de passion. Je reviens sur ce mot passion. Je suis devenu entrepreneur parce que ça a été un souhait après une école de commerce. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit, qui a été très réfléchi. Ok. Et je suis devenu écrivain un petit peu par hasard, Ok. en ayant envie d'écrire un livre, mais avant tout pour moi. Ok. Pour la petite anecdote, je cherchais en fait un type de roman qui se passait dans un type de pays. Et tu l'as pas trouvé ? Et je l'ai pas trouvé. Ok. Exactement. Tout part de là. Et là, je me suis dit, lire et écrire, dans les 2 cas, ça nous projette quelque part dans un univers que l'on recherche. Ouais. J'ai testé. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps. Je me suis énormément amusé. Et de fil en aiguille, je suis passé de l'amusement à écrire devant une feuille blanche. Ouais. Alors à la base, j'aurais voulu écrire un James Bond. Ah oui. Ça aurait été mon rêve. L'idée avait déjà été prise il y a quelques années. Dommage, super. Dommage. Mais je suis vraiment parti là-dessus en m'amusant de faire quelque chose qui aurait pu être un James Bond sur quelques pages. Et j'ai pris ça comme un loisir. T'avais pas d'objectif de te dire j'ai vraiment envie de faire un livre, de le vendre, de devenir écrivain, de faire ça de ma vie en fait ? Aucunement. Et de fil en aiguille, quelque chose se dessine. Ouais. Et moi, j'aime bien aller au bout des choses. Ok. Donc je me suis fixé un premier objectif, c'était d'écrire quelques lignes, et puis une fois que j'ai écrit quelques lignes, j'ai écrit un chapitre, et puis un deuxième chapitre, et au fur et à mesure, quand ça prend forme, ton objectif, entre guillemets, il évolue, en tout cas c'était mon cas, pour essayer d'aller au bout, en tout cas d'une histoire. Ouais. Et puis l'histoire était pas si mal, et c'est devenu un roman. Mais du coup, comment tu passes de « je vais juste écrire comme ça » à « je vais aller démarcher des maisons d'édition pour le faire publier » ? Parce que c'est aussi un cap différent. Ouais, c'est un cheminement qui est différent. Ça s'est fait vraiment en étapes. De mémoire, je crois que j'ai dû mettre 4 ans pour écrire le premier. Ah ouais. Entre le moment où j'ai eu l'idée et où je me suis vraiment mis sur un ordinateur à écrire quelques mots, au moment où j'ai eu les premières réponses. C'était 4 ou 5 ans, je me souviens plus exactement. En fait, si tu veux, quand le livre prend forme, petit à petit, tu as toujours envie d'un peu plus. Comme un compétiteur tu veux toujours aller plus dans loin. Le sport, il va faire une compétition dans son quartier, il fait un bon résultat dans sa compétition de quartier, il aura envie de faire quelque chose peut-être de départemental, puis de régional. Là, c'était un petit peu la même chose. Ça prend forme et on va petit à petit vers quelque chose de concret. Mais il n'y avait pas forcément d'ambition, il n'y avait pas forcément d'objectif. L'idée, c'était simplement d'essayer de faire quelque chose de bien et dans un premier temps, de lisible, j'ai envie de dire. Et c'est quand autour de moi, certaines personnes ont commencé à lire mes premiers écrits, en me disant, il y a ça qui est bien,
c'est encourageant. Il y a ça qui est moins bien, mais ça donne aussi envie de s'améliorer. Oui, bien sûr. Petit à petit, on l'a amélioré et on en a fait... c'est pour ça que je dis « on », parce que je pense que tout seul, si j'avais pas eu ces retours, je serais pas allé au bout. Ok, et du coup, des refus, je suppose que tu en as eu un certain nombre. Combien de refus j'ai eu, je pourrais pas les compter. Ouais. Je pense que j'ai dû contacter toutes les maisons d'édition de France, du monde, en tout cas francophone. J'avais un tableau Excel où j'étais toutes notées, les coordonnées. Donc voilà, combien j'en ai contacté, je ne sais pas. De mémoire, je crois que j'ai eu 3 retours. Ah, c'est déjà bien. Ce qui est très bien. Alors, sur le moment, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Bah ouais, si. Maintenant, avec le recul, je trouve que c'est vraiment top. Ouais. Et j'ai choisi une maison d'édition, donc Marathon Édition, qui était sur Marseille. Ils ont déménagé, maintenant ils sont en Bretagne. Tout simplement parce que j'ai eu la sensation que Florence, donc la personne qui gère la maison d'édition, l'avait réellement lu. Ouais. Et elle m'en a parlé avec des mots qui m'ont plu. Ouais. Et avant de me dire je vais vendre mon livre, je me suis dit, mince, pour la première fois de ma vie, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, qui a lu mon livre, et qui a eu j'avais l'impression en tout cas que ça lui avait plu. C'est important en fait. C'est une sensation extraordinaire. Ouais. C'est une super sensation. Ouais, parce qu'au final, le côté humain, il est quand même important, parce que quand t'envoies ton livre, tu sais pas à qui tu l'envoies, tu sais pas si la personne va vraiment le lire, comme si tu donnes ton bébé à quelqu'un d'autre et qu'il t'appartient plus en fait. Et du coup, je pense que d'avoir un retour hyper humain aussi, c'est rassurant de te dire, ok, mon bébé, il est en sécurité, tu vois. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, moi, j'avais l'autre côté, je pense que c'est la casquette entrepreneur aussi. J'avais pas envie que mon livre se retrouve, entre guillemets, parmi tant d'autres, et qu'il n'ait pas réellement impacté quelqu'un. Ouais. J'avais l'impression, avec les autres contrats, que c'était des contrats qui pouvaient être proposés plus facilement, et du coup, que mon livre, en fait, valait pas la peine. Ouais. Donc, à un moment, si on nous propose quelque chose qui paraît trop beau, ou qui est survendu, ça peut pas être sincère. En tout cas, j'avais cette impression-là. Par contre, d'avoir quelqu'un qui m'en parlait sincèrement, là, je me suis dit, effectivement, on va peut-être pouvoir le faire vivre. Et là, du coup, je suis passé à une autre étape. À partir de ce moment-là, on se dit, tiens, on a passé quelque chose, on va peut-être pouvoir passer une étape encore supérieure à laquelle je n'avais pas pensé. Moi, demain, on m'aurait dit, il faut que tu mettes juste un tout petit billet pour l'avoir, toi, embroché chez toi. Je trouve que j'aurais déjà atteint, entre guillemets, un stade qui était déjà bien pour moi, c'est d'être allé au bout du projet. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de commencer quelque chose. Oui, c'est vrai. Et de pas le terminer. Après, c'est personnel, mais en tout cas, c'est pour ça que on parlait d'objectifs ou d'ambition tout à l'heure, ça vient petit à petit. En tout cas, pour le roman, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure, et puis on passe une étape, une deuxième, une troisième. Puis je reviendrai peut-être pour les millions d'exemplaires. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. C'est la 100e étape, on n'y est pas encore. C'est tout ce que je te souhaite. Et puis on ne sait pas, les grands auteurs ont commencé tout en bas aussi. Il faut toujours imaginer le meilleur. C'est comme ça qu'on atteint aussi ces objectifs, de toute façon, je pense. Il faut rêver. Mais bien sûr. À mon sens. Alors après, je parle une fois de plus qu'en mon nom. Mais je pense qu'à un moment, quand on a ce genre de projets qui sont un petit peu en dehors du circuit classique, il faut se faire rêver sans vivre dans un rêve. À mon sens. Donc il faut être conscient de la réalité, conscient des difficultés ou des limites qu'on peut avoir. Et puis une fois qu'on en est conscient, faut se faire rêver. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis de temps en temps, on va un peu plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Je suis d'accord. Mais je pense que positif. ça correspond avec plein d'autres corps de métier. Tu vois, tu peux très bien te dire demain, j'ai envie d'être fleuriste. Je m'imagine avec une boutique remplie de fleurs, tu vois, ça peut faire partie du rêve et ça peut être un objectif de se dire, ça c'est mon rêve et je vais tout faire pour y arriver et au moins derrière, tu sais que tu as un objectif, même si il est hyper idéalisé, tu as quand même un objectif qui est hyper positif et je pense que c'est une source de motivation qui est hyper importante. Moi, j'en suis convaincu. Il faut arriver à jongler entre la réalité et une projection qui est souvent idéalisée. Mais si à un moment on se fait pas rêver, on n'avance pas. Et puis de toute façon, si on n'a pas un rêve et un objectif d'atteindre un rêve, on fera rien. C'est clair. C'est triste, en tout cas à mon sens. Mais je suis d'accord avec toi où c'est valable dans tout, mais dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. De toute façon, la vie c'est que des projets. Des fois à court terme, à long terme, à moyen terme. Et effectivement, il faut qu'ils nous fassent envie, il faut qu'ils nous fassent rêver, ou en tout cas qu'ils aient du sens pour nous. Sinon, mais la plus grande difficulté, c'est de prendre la décision. Une fois que la décision elle est prise, si en plus elle a été réfléchie, alors je reviens souvent là-dessus aussi, mais je trouve ça bien, peu importe le projet, de savoir où il va nous amener. Qu'est-ce qui va m'apporter en positif, qu'est-ce qui va m'apporter en négatif,
quelles sont les difficultés que je vais rencontrer, et est-ce que j'accepte ces difficultés ou ces limites. Si je les accepte, je peux y aller. Mais ne pas regarder par contre que le positif. On parlait du positif et c'est important, il faut rêver. Faut pas être que dans le rêve non plus, sinon on est déçu et on se prépare pas. Ah non, c'est clair. Et on se prépare pas correctement. C'est clair. Justement, pour toi, quelles ont été tes plus grandes difficultés justement dans cette passion et finalement ce nouveau corps de métier, puisqu'aujourd'hui, on en parlera un petit peu après, tu vis un petit peu aussi quand même de plusieurs activités autour de l'écriture. Toi, c'est quoi qui a été tes plus grandes difficultés à ce moment-là et tes doutes et comment tu as réussi à contrer tout ça au final? Des doutes, il y en a beaucoup. Alors, cette envie d'abandonner, je ne l'ai pas vraiment eu. La seule pression, c'est entre guillemets de ne pas arriver à écrire le premier ou le deuxième, ou de se dire que ce que j'écris est nul. Et c'est plutôt là où j'ai des doutes, c'est à certains moments où on écrit, on est hyper fier de soi, on va se coucher, on se dit « Oh, alors là, j'ai fait un chapitre. » Et le lecteur, il est incroyable. Et tu le reprends quelques temps après, tu te relis, tu te dis « Mais comment il est possible que j'ai pu être satisfait ?» pour différentes raisons, la façon dont c'est écrit, la dynamique ou autre. Donc c'est vrai que régulièrement tu te remets en question parce que la vérité d'un jour elle n'est pas celle du lendemain, et quand tu es plongé dans tes écrits, tu lis plus vraiment ce que tu écris en fait, tu es plongé dans ton cerveau, dans ton imaginaire. Et dans ton imaginaire, c'est top. Alors là, ce que tu écris, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est que de temps en temps, t'apercevoir que ce que tu as fait est pas bon. Une fois de plus, je pense que c'est valable pour tous les projets. Mais ça, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai eu régulièrement. Le temps. Ça prend beaucoup de temps d'écrire. C'est pas mon activité principale. Je ne vis pas que de ça. Du coup, j'ai d'autres priorités. Ce qui fait qu'il faut arriver à trouver ce temps d'écriture. Parfois, on n'en a pas envie. Des fois, on est fatigué. On se dit, bah, tant pis, je ferai ça la semaine prochaine, puis le temps passe vite. Et puis à d'autres moments, on a nos proches qui ont envie de passer du temps avec nous, mais on ne peut pas se couper en deux. C'est ça. Donc ça a été une des difficultés, trouver le temps d'écrire, ou en tout cas arriver à organiser. C'est ça, organiser mon temps, c'est surtout ça, c'est m'organiser. Et la troisième difficulté que j'ai, et que je pense que j'aurai toujours, j'ai toujours eu des difficultés avec l'orthographe. Alors c'est pas quelque chose qu'on dit dans ce milieu-là, mais je pense qu'il faut être honnête, parce que à force de discuter avec d'autres auteurs qui ne sont pas des vedettes, mais certains qui en vivent, donc c'est déjà pour moi de très bons écrivains quand on peut vivre que de son livre, on n'est pas forcément tous très très bons en orthographe, et ça c'est une catastrophe dans ce milieu-là. Déjà dans la vie de tous les jours, je trouve que ça peut être des fois difficile, mais moi je sais que c'est quelque chose qui est délicat. Toi, ça t'a bloqué? Oui, c'est vraiment une des seules choses, à la limite que le livre soit refusé ou qu'on me dise tu n'as pas suffisamment de talent pour être écrivain. Bon, on l'accepte, c'est pas mon métier, j'ai essayé, j'ai pas réussi, je vais progresser. Par contre, je sais que sur l'orthographe, ayant notamment une légère dyslexie, assez légère, mais qui en tout cas m'a toujours posé problème, c'est compliqué de contacter une maison d'édition, c'est compliqué parce que je trouve que la moindre faute quand on est écrivain, elle n'est pas excusable. Parce que pour toi, c'était quoi? C'était un sentiment de honte, d'échec, j'ai pas ma place? De pas être à sa place. Pour moi, un écrivain, en plus de raconter une bonne histoire, c'est pour ça que moi je me sens plus comme un conteur presque que comme un écrivain. Le fait de faire des fautes, pas forcément beaucoup, mais en tout cas qui en est, je trouvais que la crédibilité était pas bonne. Parce qu'il faut raconter une bonne histoire, il faut maîtriser la syntaxe. Donc après, chacun son style. Moi, je sais que j'écris quelque chose de simple. Alors, je trouve dans le sens noble du terme, c'est volontaire. Mais il faut arriver à manier tous les styles. Et puis, je trouve que l'orthographe, c'est quelque chose, manier les mots, c'est la base. C'est la base. Donc voilà, moi, je sais que c'est une des grosses difficultés. Et quelque chose... C'est la seule chose, on va dire, que je vis mal. Alors maintenant, un peu moins parce que je me suis habitué, parce que je fais des efforts. Mais du coup, je sais que j'ai besoin de gens qui me relisent, notamment quand j'envoie un manuscrit ou autre, parce que c'est je trouve une vraie difficulté. Et c'est dommage parce que du coup, ça peut bloquer certaines personnes à écrire parce que elles font des fautes d'orthographe, alors qu'en soi, alors après c'est mon avis, attention, c'est mon avis personnel. Pour moi, être écrivain, c'est pas forcément écrire sans faute d'orthographe, c'est justement raconter une histoire. Et justement, il y a des métiers, des correcteurs, dont c'est le métier, qui sont là justement pour ajuster le tir. Et je trouve ça dommage qu'il y ait peut-être des personnes qui s'empêchent, entre guillemets, d'écrire des histoires et de raconter des choses qui peuvent être intéressantes, parce qu'il y a ce blocage de l'orthographe, tu vois. Je suis d'accord. Mais je peux comprendre. Voilà, ça reste un blocage. Alors,
Effectivement, il y a des correcteurs ou autres. Alors ça dépend de la quantité de fautes. Alors évidemment, s'il y a une faute tous les 3 mots, oui. Là, c'est pas possible. Moi, je sais que la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement des proches qui prennent du temps, que je remercie d'ailleurs énormément, ils se reconnaîtront. Mais voilà, c'est vraiment important que j'ai cette relecture et qu'on évite les coquilles. Ouais, je comprends. Il y en aura toujours. Oui, et puis même sur des grands écrivains, ça. Moi ça m'arrive de lire, alors je sais plus c'est quel un des derniers que j'ai lu, qui est pourtant un auteur qui vend énormément, et pourtant il y a encore certaines fautes, certaines coquilles qui restent, enfin je veux dire sur 400 pages, ça peut arriver d'en oublier certaines, enfin on reste des humains quand même, on n'est pas des robots. On reste des humains. Donc, mais voilà, moi ça reste la chose qui en tout cas, alors une fois de plus, moins maintenant, mais au début je m'étais dit, mais si pour moi, mais même une faute sur tout un roman, on perdait en légitimité. Et du coup, pour être honnête, il y en avait un petit peu plus qu'une quand même. Mais du coup, comment tu as réussi à pallier à ces... Donc, tu nous en as cité 3, ces 3 difficultés. Comment tu as réussi à te remotiver, entre guillemets, et te dire, non, allez, je suis pas un imposteur, je crois en mon projet, je vais y aller. Comment on arrive un petit peu... Parce que tu vois, avec le podcast, j'ai quelques retours de temps en temps, et c'est vrai que j'en ai eu un il y a pas longtemps, qui me disait, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas ma place, entre guillemets, tu vois, comment on peut réussir à se dire, bon, je sais que soit j'ai des difficultés, soit j'ai des blocages, soit j'ai des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. Comment t'arrives à te remotiver et te dire, non, allez, je crois à mon truc, j'y vais, quoi. Alors, une fois de plus, c'est ma vision des choses, et je vais refaire un parallèle avec le sport. Mais je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est parlant. Demain, on va reprendre l'exemple du tennis. Tu fais un match de tennis, tu vas faire des fautes. C'est pas des fautes d'orthographe, mais c'est des fautes en dehors du terrain. C'est normal que tu en fasses. Pour ne plus en faire, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas avoir un entraîneur, tu vas avoir des amis autour de toi, et tu vas travailler. Du coup, je pense que c'est valable pour tout. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Si j'ai certaines lacunes, ou si j'ai du mal à prendre du recul sur mon travail, parce que c'est difficile après de relire ce qu'on a écrit pour savoir si c'est bien, si le rythme est bon, c'est toujours un peu délicat. Surtout que c'est son propre projet. Donc c'est se critiquer en profondeur, entre guillemets. Ah oui, c'est hyper dur. J'ai une fois de plus mes proches qui ont lu et qui ont été sincères avec moi. Et je pense que la clé, c'est d'avoir des gens autour de soi qui soient capables de prendre du recul, de nous faire des retours constructifs, à la fois en positif, à la fois en négatif, et derrière de travailler là où on est moins bon. Et forcément, quand on commence quelque chose, même quand on a l'habitude ou quand on est professionnel, on peut toujours s'améliorer. Donc il faut simplement, à mon sens, trouver justement les axes de difficulté et comment je fais pour les améliorer. Ouais, au final, c'est de bien s'entourer et puis beaucoup de travail. Enfin, en tout cas, pour toi, ça a été ça. C'est du travail et puis être capable de se remettre en question. Enfin, en tout cas, d'accepter la critique et de s'autocritiquer et de se dire, c'est pas parce que ce chapitre-là, tout le monde me dit qu'il est pas bon, que je ne suis pas bon. Oui. Simplement, le travail que j'ai fait n'est pas abouti, n'est pas suffisamment bon. Il faut que je l'améliore. C'est prendre du recul, en fait, c'est ça. C'est prendre du recul. Mais c'est comme tout, un enfant, quand il fait ses premiers pas, il tombe. Oui. Mais lui, il se pose pas la question. Je suis tombé, je pourrais jamais marcher. Ça se relève et ça repart. Il se relève, et puis s'il faut qu'il tombe 50 fois, il tombera 50 fois. S'il faut tomber 200 fois, il tombera 200 fois. C'est vrai qu'on devrait prendre plus d'exemples sur les enfants, parce que c'est vrai qu'ils ont une persévérance qui est incroyable sur des choses mais pour tout, plus compliquées, en plus. Exactement, mais c'est incroyable de se mettre debout. Mais en fait, il ne se pose pas la question, et je pense que nous on se pose trop de questions. Il faut simplement se dire, moi c'est comme ça que je vois les choses, quand on a un projet, il faut savoir où on va. Donc du coup avec les livres, comme je te disais au début, les objectifs que j'avais, ils étaient, je sais même pas si on peut appeler ça des objectifs, écrire un premier chapitre ou quelques lignes, mais il faut avoir entre guillemets un plan et faire étape par étape. Si la première fois où on se met devant sa feuille, on veut faire le roman du siècle, je pense qu'on part pas sur les bonnes bases. Oui, je vois ce que tu dis. Si l'objectif, il est effectivement demain de vivre de son écriture, déjà pour vivre de son écriture, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, combien de romans il faut vendre ? Moi, au début, j'avais des chiffres de vente en tête, mais qui étaient complètement à côté de la plaque. Quand j'en ai parlé à mon éditrice, je me souviendrai toujours de sa tête, elle m'a regardé avec des grands yeux. Alors Damien, on va revenir les pieds sur terre. Si tu vends 100 fois moins que ce que tu penses, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, à un moment, il faut tout simplement savoir où on veut aller, et je reviens, si on veut vivre de ces livres, la première chose, c'est, pour en vivre, combien il faudrait que j'en vende ? Combien s'en vendent en moyenne ? Enfin, en fait, il faut savoir où on va. Et petit à petit, on va pouvoir décliner l'objectif. Et est-ce que l'objectif est atteignable en 1 an, en 2 ans, en 10 ans je sais pas. Mais en tout cas, on peut pas partir, j'ai envie de dire, tête baissée, sauf si c'est simplement une passion. Et de se dire, mon seul objectif, c'est de m'amuser et d'aller le plus loin possible dans l'amusement. Mais en tout cas, toute ma vie n'en dépend pas forcément,
Parce que si ma vie en dépend, j'ai pas le droit de me planter. Ouais. C'est le côté un petit peu entrepreneur Ouais. qui parle, mais je pense que c'est important, et en tout cas quand je discute en séance de dédicace ou quand je fais des conférences qui sont toujours autour du livre, les quelques questions qui reviennent systématiquement, c'est est-ce que vous vivez des livres ? Ouais. Comment on en vit, et combien on vend de livres. Ouais. Ça, c'est toujours ce qui revient. Ok. Les gens n'ont absolument aucune idée Bah oui. de ce qu'est un livre qui se vend bien. Bah justement, alors, comment on vend, combien il faut vendre de livres, comment on vit de ces livres, enfin, dis-nous tout. Alors du coup, j'ai pas forcément toutes les clés parce que je n'en vis pas à 100%, mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Et la première, c'est de vendre ses écrits. Donc ses romans, son ou ses romans. Ouais. Faut savoir qu'un roman, quand on est en contrat avec une maison d'édition, on touche en général entre 6 et 10% du prix de vente. On va dire que sur un livre, on va arriver à toucher à peu près 2 €. Ce qui n'est pas énorme. 2 €, derrière, il y a des impôts à payer notamment. Donc je vous laisse faire le calcul du nombre de romans qu'il faut vendre pour sortir un SMIC. Ouais. Donc clairement, quelqu'un qui ne vend pas, en tout cas moins de 10 000 romans par an, il ne peut pas en vivre. Ouais. À moins d'être un gros nom de... Il faut être un gros nom. Voilà. Et puis, si on en vend beaucoup sur un roman, c'est bien, mais il faut en vendre tous les ans. Parce que tous les ans, il faut manger. Donc, pour en vivre, il faut en vendre énormément. Ou alors, il faut être en auto-édition, où là, effectivement, on va toucher une part beaucoup plus importante du livre. Mais par contre, il faut déjà être connu. Il faut faire des séances de dédicace. Enfin, en tout cas, il faut aller le vendre soi-même. Ouais. Donc ça, c'est une première chose, on peut vendre son livre. Ouais. Et ensuite, il y a tout ce qui va tourner autour du livre. Et ça, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui vivent de leur métier, mais qui ont ces à côté, ce que j'appelle moi les à côté. Ça peut être des animations dans les écoles, autour de la lecture, autour de l'écriture, des ateliers. Pour ma part, j'ai fait notamment des ateliers auprès de personnes âgées. On a écrit une bande dessinée, on a écrit une petite pièce de théâtre. Donc voilà, ça c'est des choses, on est payé pour le faire, on anime. C'est bien ça. On m'avait proposé des ateliers également en prison. Ah, c'est original. C'est original. Okay. Il y a de la demande. En fait, tous les endroits où il faut des, entre guillemets, animateurs, parce que on anime des ateliers, c'est quelque chose que l'on peut faire. Il y a des conférences. Alors tout à l'heure je parlais de conférences. Alors tout le monde imagine la conférence à Paris, Sorbonne. Alors c'est pas forcément ça. Ça peut se faire. Moi je l'ai fait dans des maisons pour personnes âgées. Donc autour du thème essentiellement du voyage et de l'écriture, puisque mes romans ont toujours une part de voyage dedans. Et ça c'est la même chose. Donc soit vous êtes payé pour le faire, ou c'est l'occasion de présenter ces romans. Et de vendre ses œuvres. Oui, finalement, c'est double emploi. Exactement, c'est double emploi. Derrière, il y a également des gens qui deviennent correcteurs, qui vont travailler à temps plein ou sur des petits contrats avec des maisons d'édition en tant que lecteur, en tant que correcteur, en tant qu'aide, X ou Y. Donc ça, c'est pas mal de possibilités pour vivre de son écriture sans ne vivre que de la vente. Que de son livre, Voilà. C'est un petit peu comme, on y pense plus, mais les chanteurs, ils vendent leurs CD, certes, mais ils font des concerts. Oui, c'est ça. Beaucoup d'artistes gagnent leur vie grâce aux concerts. Autour du livre, il existe plein d'autres métiers, plein d'autres axes pour gagner de l'argent, même si en France, on n'aime pas trop gagner de l'argent, mais au contraire. Mais ne vivre qu'autour de la vente de son livre, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, effectivement, tu peux faire des séances de dédicaces, des conférences, etc. Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise sur ce genre d'exercice. Vendre son livre à quelqu'un et être à l'aise avec les gens qui vont venir, qui nous connaissent pas du tout, au final, parce que, effectivement, quand tu t'appelles Guillaume Musso, Michel Bussy, les gens viennent vers toi. Là, c'est plus à toi d'aller les chercher au final. C'est ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'objectif et d'un plan. Quand on me pose la question, moi je rêve de devenir écrivain, comment je fais pour en vivre ? Il y a deux choses. Un, déjà il faut commencer par écrire. Ça paraît tout bête à dire, mais c'est la base. Mais c'est la base. Écrire. Et puis derrière, il faut faire, entre guillemets, un plan de carrière. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais savoir exactement si je veux en vivre, mais je veux en vivre comment ? Est-ce que je veux en vivre en gagnant beaucoup d'argent, en achetant une maison avec une piscine vue mer, ou est-ce que vivre chichement de ma passion, c'est mon rêve ? Donc déjà là, il faut être en accord avec soi-même, en accord avec son entourage aussi, parce que selon l'âge, on peut avoir une vie de famille. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que
mon entourage l'accepte. Et puis surtout, une fois que je sais où je veux aller, combien je veux gagner, est-ce que c'est faisable en vendant mes livres ? Oui, non. Est-ce que c'est sûr ? Quel est le degré d'incertitude ? Est-ce que j'ai peut-être la possibilité, pendant un temps, d'avoir une autre activité à côté ? En lien avec le littéraire, comme on l'a évoqué, ou en faisant un autre travail. Peut-être que je vais décider de me mettre à mi-temps, parce qu'avec un mi-temps, dans un métier qui me plaît peut-être moins, mais au moins je sais que j'ai tel salaire à la fin du mois, je peux payer mon loyer, ma nourriture, et la moitié de mon temps est consacré à ma passion. Et là, mon objectif va être effectivement de vendre plus de livres. Comment je vais faire pour en vendre plus ? Je vais aller démarcher des maisons d'édition. Une fois que j'ai une maison d'édition, ou si je suis en auto-édition, il faut que je trouve des endroits où vendre mon roman. Mais en tout cas, si on attend, à mon sens, c'est compliqué. Soit il faut vraiment le roman de génie, plus un petit coup de chance, parce qu'il y a énormément d'auteurs, moi je sais que j'en lis beaucoup maintenant, que je rencontre sur des salons. Honnêtement, j'ai des pépites. Mais des pépites qui se vendent à moins de 100 exemplaires. Et quand je dis 100 exemplaires, des fois, c'est même sur plus d'une année. Et le livre est une pépite. Mais tout simplement, la personne qui l'a écrit n'a pas le temps ou pas l'envie d'aller le faire découvrir. La maison d'édition est trop petite pour le mettre en avant. Le titre donne peut-être pas envie. La couverture, parce que c'est des choses qui sont aussi importantes, donne pas forcément envie. Personne n'avait envie d'acheter le livre. Mais en discutant avec l'auteur, tiens, c'est intéressant. En le lisant, génial. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Mais bon, après, ça aussi, c'est pareil. Je pense que ça marche sur plein de secteurs, dans le sens où si tu fais quelque chose sans grande conviction et sans te donner les moyens, sans objectif et sans aller charbonner, sans dire il faut faire des heures de travail, parce que moi je suis pas dans tout ça, mais plus dans le faire avec passion, avec envie et donner vie à son projet, et juste attendre, se dire bon, j'ai lancé mon projet, maintenant j'attends que les clients ils viennent, j'attends que la chance vienne. Je pense que tu peux attendre longtemps, quoi. Je pense que tu peux attendre longtemps. Effectivement, on est... Donc bon, je pense que ça se fait... C'est valable sur tous les corps de métier. Mais c'est valable pour tout. Une fois de plus, là, on parle de projet littéraire. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce mot projet. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, ce sont des projets. Oui, c'est ça. Et tout fonctionne à peu près de la même manière. Ça se prépare. Moi, je pense qu'il y a 2 mots importants. C'est travailler et travailler bien. Et ça, c'est très, très important, à mon sens. Il y a des gens qui, malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'ils vont bosser énormément, mais pas dans le bon sens. Et du coup, c'est vraiment malheureux, mais ils n'obtiennent pas de résultats. Alors quand je parle de résultats, c'est pas des résultats financiers, c'est simplement atteindre son objectif, ce qui nous rend heureux, peu importe l'objectif. Mais si on travaille mal, on n'avance pas. Et il y a des gens qui mettent toute la meilleure volonté du monde, toute l'énergie, mais qui travaillent mal. Pour ça que quand on a un objectif, à mon sens, il faut vraiment l'avoir travaillé en amont. De quoi j'ai besoin ? Peut-être que j'ai besoin de formation, peut-être que j'ai besoin d'accompagnement, j'ai forcément des points faibles, tout le monde en a. Même les plus grandes réussites de ce monde, peu importe le domaine, ont forcément des points faibles. Mais ils sont tout simplement capables de mettre plus en avant ou de s'appuyer sur leurs points forts. Et pour pallier aux points faibles, soit ils s'entourent, soit ils se forment. Soit on a la chance, en plus en France, d'avoir quand même accès à de l'information ou de la formation. Mais c'est aussi ça, travailler. C'est pas forcément se dire, moi je veux écrire un livre et je veux en vivre. Je me lance, j'écris. Oui, on l'a dit tout à l'heure, il faut le faire. Mais si tu veux réellement en vivre, te renseigner aussi comment fonctionne le marché du livre, comment fonctionne ce secteur, et puis peut-être tout simplement, si vraiment le but c'est d'en vivre, est-ce qu'il y a un style qui marche mieux qu'un autre ? C'est beaucoup de veille en fait, beaucoup de renseignements. J'en reste persuadé. S'informer et se former sur ce qu'on fait. Une fois de plus, c'est valable pour tout. Mais sinon, on peut vite passer beaucoup de temps qui n'aboutira à rien. Alors une fois de plus, je me répète un peu, mais si c'est une passion et que le seul objectif c'est de passer du temps à écrire derrière son ordinateur parce qu'on aime ça, génial. Mais si l'objectif il est autre, il faut se poser les bonnes questions pour aller dans le bon sens. Et puis après du travail. Tous les plus grands génies ont quand même beaucoup travaillé, ou en tout cas à un certain moment. Il y a des moments où il faut mettre les bouchées doubles. Peut-être qu'à la sortie du livre, il faut se dire ok, pendant 6 mois, tous les samedis je vais être en dédicace. C'est ça. Je vais charbonner. Mais une fois de plus, si tu as un objectif qui est bien défini, tu sais ce que tu dois faire pour l'atteindre. Si ton objectif il n'est pas réellement défini, tu peux pas l'atteindre, tu sais même pas quel est ton objectif. Non, je suis d'accord. Alors il faut toujours mettre la barre un peu peu plus haut, bien parce sûr. que sinon on a toujours tendance à être un petit peu en dessous de l'objectif. Mais si on se donne des objectifs inatteignables, ou un objectif dans 10 ans, c'est bien.
Mais il faut des objectifs intermédiaires. Oui. Sinon, au bout d'un moment, tu vas te dire, il me reste plus que 5 ans pour atteindre mon objectif, ça fait 5 ans que je te cravache. Voilà, du coup... L'abandon. Oui, c'est ça, voilà, du coup, on n'avance pas. C'est pour ça que je pense que c'est important, très régulièrement, pour même un gros objectif, d'avoir de petits objectifs intermédiaires, et surtout de se féliciter à chaque fois qu'on les a atteints. Bien sûr. Moi, je reprends l'exemple du livre. Le jour où j'ai mis le point final, avant même les relectures, c'était une grande satisfaction. Waouh, j'ai écrit, je sais plus, 150 pages. Ouais. Génial, même si elles sont pas bonnes, je suis content. Maintenant, le prochain objectif, les réécrire correctement, c'est ça. etc. Et du coup, tout le projet est hyper valorisant parce que chaque objectif est atteint petit à petit. Et puis, alors, il y a un autre truc sur lequel je veux revenir un petit peu en arrière. Moi, je reviens jamais en arrière. Ce qui est fait est fait. Allez, voilà, le podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. non, ça, je me permets, si tu peux retenir ta dis-moi. question, ne jamais se dire si j'avais fait Ah non, ça c'est ce horrible. qui est fait est fait. Ah mais bien sûr. On a toujours envie de réécrire son livre. Mais bien sûr. Non, ce qui est fait, t'as fait le mieux que tu pouvais. C'est ça. T'as donné le meilleur de toi-même à ce moment-là, sois fier de ce que t'as fait. Nicolas, il le disait dans son podcast aussi, il disait je n'ai jamais relu mes livres parce que je sais que je trouverai toujours à refaire et je trouverai toujours un truc à dire et ça sert à rien, c'est fait, c'est publié, on passe à autre chose, on passe au prochain livre. Nicolas, si tu écoutes ce podcast, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, alors c'est intéressant parce que en plus, il y a une personne qui est venue récemment, là il y a 1 ou 2 jours, en message privé me dire voilà, moi je me suis lancée, mais je suis elle a écouté mon podcast que j'ai fait toute seule où je parle un petit peu de comment moi j'ai réussi à me lancer et les blocages que j'ai eus parce que pareil, il m'a fallu presque 6 ans avant de vraiment me lancer parce que j'ai un gros souci et qui est visiblement le tien aussi, c'est que on aime faire plein de choses. On a envie de faire plein de choses. On a plein d'idées. Et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps parce que on m'a beaucoup enfermée dans non, t'as une idée, tu fais juste une idée. Et j'ai réussi à prendre du recul. Et aujourd'hui, même encore là, quand j'ai lancé ma société, j'en ai entendu qui ont dit quand même, Amélie, calme-toi, fais pas trop. Mais maintenant, ça me rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. J'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast. J'ai envie de lancer une box de lecture, je lance une box de lecture. J'ai lancé ma boutique de papeterie, je lance ma boutique de papeterie. C'est 3 choses complètement différentes. Mais je trouve que c'est cool, tu vois, et je m'épanouis dans tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société où on veut nous enfermer dans un seul truc et où faire plein de trucs c'est t'es pas organisé, tu vas jamais y arriver. Oui, alors je sais pas si on veut nous enfermer, mais en tout cas ça fait peur parce que c'est pas la norme, ou en tout cas c'est ça, on rentre pas dans la case. Exactement, donc du coup c'est vrai que ça rassure quand on fait ce que font les autres. Ça paraît être quelque chose de plus sûr. Pour avoir lu pas mal de choses sur le sujet, on a tous un fonctionnement différent. Il y a des gens qui vont être capables de se cantonner à une seule chose, d'autres qui vont avoir besoin d'avoir de multiples activités. Le plus important, c'est d'être sincère avec soi-même. Si effectivement on a ce besoin, et moi je crois que je l'ai depuis à peu près toujours, je me souviens que même quand j'étais étudiant, j'avais plusieurs métiers en même temps que mes études, et même si c'était fatigant, je crois qu'au fond de moi, j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, j'en ai besoin parce que je me nourris de ces différentes expériences. Et sinon, j'ai tendance à rentrer dans une sorte de routine où je m'ennuie, où je suis plus créatif, plus productif, et c'est pas fait pour moi. Par contre, il faut de l'autodiscipline. Oui, c'est ça. Et ça, c'est difficile. Donc, soit on est capable de s'autodiscipliner et d'accepter que on peut pas tout faire, de faire des choix. Et effectivement, j'ai 50 passions, je dois en choisir 35. J'ai beaucoup de mal à le faire. J'ai tenté la technique de très peu dormir. Non, ça marche pas. Alors, ça marche un temps. Mais pas longtemps. Mais il y a un moment où, de toute façon, ça peut plus marcher. Mais dans ces cas-là, si effectivement on a beaucoup d'envie, il faut mesurer en fait ce que chaque chose nous apporte. C'est ça. Et quelles sont les contraintes liées. Qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre avec cette chose, est-ce qu'on accepte de le perdre. Si effectivement demain j'ai plus d'activités, on va dire que la moyenne, j'aurai peut-être moins de temps pour mes amis ou pour ma famille. Est-ce que j'accepte de moins voir ma famille ou mes amis Est-ce que j'accepte de ne plus regarder Netflix, mais de travailler C'est ça. Alors est-ce que ce travail, parce que le mot travail, souvent c'est une contrainte. C'est pas forcément une contrainte. Exactement. Et si en plus c'est une contrainte, alors là, votre vie elle est extraordinaire. Même s'il y a des contraintes dans les loisirs, mais en tout cas, le temps que j'ai, à quoi je veux l'allouer, qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais du coup, comment on peut pallier, par exemple, parce que c'est souvent le truc qui revient, c'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre de dire « Ah, regarde, lui, il fait plein de trucs, il sait pas ce qu'il veut faire. » Est-ce que ça, c'est quelque chose...
toi que t'as déjà senti ou pas du tout, ou c'est une question que tu t'es jamais posée ou... Alors, c'est une question que je me suis très peu posée. Ouais. Le regard de l'autre Toi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse t'a... peu. Ouais. En fait, ce que je veux, moi, c'est être fier de ce que je fais. Ouais. Du coup, on parlait de l'orthographe tout à l'heure, c'est pas tant le regard de l'autre, c'est simplement de me dire je suis pas à ma place et je ne suis pas capable. C'est plus ton regard à toi en fait. C'est plus mon regard à moi sur mon travail et le fait de mal le faire en fait, de pas maîtriser. Après, le regard de l'autre, honnêtement, toi, c'est pas quelque chose qui t'a... Non, donc je pense qu'effectivement ça m'a aidé. Ouais. Et si je peux donner un conseil, on s'en fiche. Ouais. De ce que pense. Ouais, mais c'est souvent difficile. Hein. Mais c'est très, très Moi, ça m'a difficile. travaillé pendant des années. Hein. C'est très difficile. Et une erreur aussi, c'est de se comparer constamment. Parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui fait mieux. Oui. Dans tous les domaines. Par contre, si on a besoin de se comparer aux autres, parce que ça peut être un besoin, regardez aussi ce que les autres font de moins bien. Oui. Et si effectivement on a le regard de l'autre qui pèse sur nous, faut se regarder soi-même, et puis après c'est l'entourage. Ouais. Et clairement, quand on a la chance, moi j'ai toujours eu cette chance d'avoir un entourage sain et un super entourage, aussi, que ce soit amical ou familial, automatiquement les regards sont bienveillants, les échanges sont bienveillants et sincères. Donc on m'a toujours fait des reproches, mais qui étaient sincères et on me les a expliqués. Oui, et puis il y a une façon de faire des reproches aussi. Exactement, donc du coup on les vit pas mal, donc je pense qu'on n'a pas besoin dans ces cas-là du regard des autres. Donc, dans ces cas-là, entourez-vous de vos proches et nourrissez-vous aussi de leur amitié, de leur amour, de leur bienveillance, mais avec des gens sincères. Donc pour les personnes qui vont nous écouter, si tu avais un conseil, quelqu'un qui hésite à se lancer ou qui est en train d'écrire ou qui aimerait écrire un livre, mais peut-être qu'il manque soit de confiance, soit qu'il pense avoir une idée, mais bon, ça va intéresser qui? Parce que c'est souvent ça, hein, quand on lance quelque chose, on se dit, mais en fait, qui c'est que ça va intéresser à part mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs? Ce serait le bonheur. Quel conseil tu pourrais donner pour motiver cette personne et lui dire, franchement, vas-y, quoi? J'aurais du mal à en donner qu'un seul. Ouais. En tout cas, pour moi, il faut déjà se fixer l'objectif. En fait, pourquoi on veut le faire. Si on veut, une fois de plus, en vivre, ou si c'est une passion, ce sera totalement différent. Donc déjà, bien définir l'objectif. Ensuite, il faut déjà écrire pour soi. Éclate-toi à le faire. Parce que dans tous les cas, ce ne sera pas du temps de perdu. Même si ça n'aboutit pas à une carrière, au moins, tu auras passé du bon temps. Tu auras appris quelque chose, tu te seras forcément amélioré. Ensuite, accroche-toi et discute-en autour de toi. Si tu as du mal à te lancer, il faut comprendre ce qui te bloque. Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est la peur de l'échec, ce qui est souvent assez lié? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'au fond, tu n'as peut-être pas tout à fait envie? Peut-être que d'écrire un livre, ça te fait rêver, mais c'est pas l'écriture qui te fait rêver, c'est le fait d'être auteur, ce qui est totalement différent. Donc pose-toi les bonnes questions, discute-en autour de toi. Moi, je reste persuadé qu'en échangeant, on obtient souvent des réponses. On les a au fond de soi-même, on les a toujours, mais on a du mal à les sortir. Et si au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit quelque chose, écoute-la. Alors, ça ferait sûrement rire beaucoup d'entrepreneurs, mais la petite voix que tu as au fond de ta tête, elle a toujours raison. Même si tu n'arrives pas à analyser pourquoi, il y a quelque chose qui a été analysé par ton cerveau, il te le dit. Elle est importante, la petite voix. Donc écoute-toi, et puis on n'a qu'une vie, le temps passe vite, et faites ce que vous aimez, c'est important. Ah, j'aime bien ça, c'est bien pour finir. J'adore le concept de on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Je pense que c'est le plus important et quand on veut se lancer, quel que soit le projet, je pense que l'objectif de se dire je veux pas avoir de regrets, on n'a qu'une vie, on y va, c'est quand même hyper important. C'est pour ça que moi j'ai insisté sur l'idée des objectifs, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit cadré. Alors ça fait un petit peu rigoureux, on a l'impression que je m'amuse jamais, mais pas du tout. Mais une fois que j'ai mon objectif, que je sais où je vais et que j'ai sécurisé, entre guillemets, mon environnement ou ma vie, mais derrière j'ai rien à perdre. Je roulerai jamais en Ferrari. Tout a gagné. On s'en fout. C'est pas mon objectif. C'est pas ton objectif. Par contre, j'ai écrit un roman, c'était extraordinaire. J'en ai sorti un deuxième. Bah oui, c'est clair. C'est dingue. Pour moi, c'est une grande réussite. Et ben du coup, on attend, enfin surtout moi en tout cas, j'attends le troisième pour pouvoir lire le deuxième, parce que je me rappelle plus du premier. Je pense que soit il va falloir que tu me refasses un topo, soit que je le relise. Mais en tout cas, on attend le troisième. Et puis, visiblement, t'as d'autres idées de romans, donc ça aussi, on a hâte. Est-ce que tu as déjà des idées fixes, par exemple? Est-ce que ce sera encore du polar ou est-ce que tu as envie de découvrir d'autres horizons? Alors, j'ai envie de découvrir d'autres horizons, donc de l'accompagnement, notamment écrire avec ou pour les autres. Et puis, toujours en lien avec le voyage, l'aventure, mais le prochain roman que j'écrirai, je ne sais pas quand, ce sera pas un polar. Ok, bon.
Eh ben écoute, on hâte, on te suivra sur les réseaux sociaux, donc tu es disponible sur Instagram et Facebook. Et Facebook, exactement. Donc on peut te suivre là. Et puis bah écoute, je te remercie. C'était C'est hyper moi. intéressant, hyper enrichissant. J'espère que ça aidera certaines personnes qui hésitent à se lancer à écrire leur livre. J'espère aussi. Et puis bah, longue vie à ta vie d'écrivain alors. Merci, longue vie au podcast. Ah ben et à ta vie impeccable. d'entrepreneuse. Neuse, exactement. Bon ben merci beaucoup Damien. Avec plaisir.